Je viens de passer un mois au Bangladesh et j'aimerais t'en parler un petit peu. Le Bangladesh, c'est pas exactement une destination de vacances et tu pourrais te demander qu'est-ce qu'il va faire au Bangladesh exactement. Tu le sais peut-être, mais l'ami avec lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant sur NatApp, Vocal et Magic ID, qui s'appelle Fahd, vit au Bangladesh. On s'est rencontrés en ligne il y a presque 4 ans et jusqu'à présent on s'était jamais vu en vrai. En janvier de cette année, on a décidé ensemble de travailler à plein temps, les deux ensemble. Et pour célébrer ça, pour entre guillemets signer le contrat physiquement, on a décidé de se rencontrer pour de vrai. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'ambassade du Bangladesh en Suisse pour faire une demande de visa. Ça a été un processus assez long, je te recommande de t'y prendre à l'avance. Mais j'y suis arrivé, finalement j'ai pris l'avion, je suis passé par le Qatar et j'ai finalement atterri à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Comme petite anecdote, laisse-moi te raconter ma première heure au Bangladesh. Donc j'arrive après 6 heures de vol depuis le Qatar, légèrement fatigué, il est 7 heures du soir, un truc comme ça. La comparaison avec l'aéroport du Qatar, qui est un luxe total, est évidemment assez violente, mais jusqu'à là, pas de choc culturel. Et j'arrive à l'immigration tout fier avec mon visa, et je dois remplir un petit formulaire, et je réalise dans le formulaire qu'il faut mettre l'adresse de là où je vais vivre. Le problème, c'est que Fahd vient de déménager et il n'a pas vraiment d'adresse officielle. Et surtout, l'autre problème, c'est que j'avais pas noté même la fausse adresse ou l'adresse approximative qu'il m'avait donnée. Donc j'essaie de passer à l'immigration et il me dit ok, qu'est-ce que vous faites là? Tourisme, très bien, très bien. Et il me dit l'adresse est pas valable. Il me dit il faut une adresse complète. Et il me dit allez parler aux gens à ce guichet là-bas. Du coup, ok, je vais à ce guichet là-bas. Les gens me disent ah oui, votre adresse est pas valable, il faut une adresse complète. Et moi, l'adresse, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bidouillé un peu une adresse que j'avais trouvée sur Airbnb parce que j'avais pas de Wi-Fi. Et il me dit connectez-vous au Wi-Fi, vous pouvez retrouver votre adresse, etc. Et j'essaie de me connecter au Wi-Fi, et en fait, il n'y a pas de Wi-Fi public à Dakar, dans l'aéroport. Et donc, il me dit va vers ce monsieur là-bas, encore un autre guichet, il va te donner le Wi-Fi. Je vais vers ce monsieur me dit le Wi-Fi c'est seulement après l'immigration, tu peux pas avoir de Wi-Fi ici. Du coup, rebelote, je retourne vers l'autre monsieur et il me dit ah bah, effectivement, si t'as pas de Wi-Fi, comment tu vas résoudre ton problème? Et il me dit il y a un téléphone gratuit là-bas, appelle ton ami. Et heureusement, j'avais noté le téléphone de Fahad dans mes notes, donc je pouvais appeler mon ami. J'essaye de l'appeler, mais ça marche pas. Les lignes, j'entends un petit bruit, mais je ne comprends pas qui c'est, et on n'arrive pas du tout à communiquer, et il semblerait que j'ai dû appeler le mauvais numéro, etc. Et donc là, ça fait 40 minutes que je suis à l'immigration, tout le monde a évidemment passé, à chaque fois que tu retournes vers un guichet, tu refais une queue de 20 minutes, et je commence à être quand même bien inquiet, parce que c'est tellement bête. J'ai fait tout le voyage, et je suis limité juste parce que je sais pas mon adresse et parce que je peux pas utiliser le Wi-Fi pour trouver une adresse, que j'aurais juste noté une adresse bidon, n'importe quoi. Et finalement, j'ouvre Slack, qui est notre application pour communiquer, mais on n'a pas de Wi-Fi, donc évidemment, je peux rien faire. Mais il y a certains des messages récents qui sont encore là. Et je vois que dans Slack, il m'avait envoyé la région où il habite, qui s'appelle Kilgaon. Et du coup, je reviens ce monsieur et je lui dis, et en gros, j'essaie de combiner l'adresse de l'Airbnb, qui a rien à voir, avec là où habite mon ami. Et je lui dis, est-ce que ça, c'est une adresse valable? Il me dit, ah oui, oui, très très bien, ok, ok. Et puis du coup, il écrit quelque chose sur le bout de papier, et je retourne à l'immigration, vraiment, la goutte de sueur. Euh, il fait ses stempels, truc, et finalement je passe. Et il est déjà tard, donc là je me demande, est-ce que Fahad est encore là, et surtout où il est? Je suis encore plus anxieux quand je réalise qu'il y a deux portes pour sortir de l'aéroport. C'est la nuit, et juste en regardant par les portes, qui sont à 100 mètres de distance l'une de l'autre, je réalise qu'il y a une foule énorme de gens, de gens du Bangladesh qui attendent des gens, etc. Et donc ça va être assez difficile de le trouver. Et en plus, une énorme fumée. C'est de la fumée anti-moustique, mais sur le moment, ça faisait vraiment comme si on entrait en enfer, comme ça, avec la fumée partout, des visages dans l'obscurité qui étaient des visages comme ça. Et tout le monde qui hurle, qui crie venez par ici, venez par ici, venez par ici. Au début, je veux même pas sortir de l'aéroport. Je suis là, non, mais je vais rester là, ça va très bien. Finalement, je sors par une des deux sorties et je regarde un peu autour de moi. euh, et je reconnais absolument pas le visage de mon ami. Et c'est clairement beaucoup. C'est un peu trop. Et du coup, je re-rentre et j'essaye de sortir par l'autre porte. En me disant peut-être qu'elle est de l'autre côté. De l'autre porte, là, je sors un peu plus loin. Et je réalise qu'en fait, il y a
un premier groupe, d'une sorte de foule de gens. Et derrière cette foule, en fait, il y a un énorme grillage. Et c'est derrière ce grillage qu'il y a vraiment le grand public. Et donc on se retrouve avec ce grillage et plein de gens derrière le grillage qui regardent en plus. Donc moi qui cherchais les gens dans la foule, en fait, mon ami devait être parmi les gens derrière ce grillage. Et donc là encore, je regarde et je suis vraiment en train de me dire, là, enfin, c'est un problème. Si je le trouve pas là, j'espère secrètement peut-être qu'il a du retard et qu'il va arriver. Mais si je le trouve pas là, c'est hors de question que j'aille moi-même dans cette nuit qui à ce moment-là me paraissait vraiment terrifiante. Et tout le monde m'appelle, tout le monde taxi, taxi, viens par ici, étranger, étranger. Et finalement, il y a un homme assez mature, 60 ans comme ça, avec une barbe rouge, qui me fait des signes. Euh, et je bouge évidemment pas, c'est juste une autre personne qui me fait des signes. Mais après, il me dit de rester là. Il me fait genre, reste comme ça. Et là, je me dis, ok, ça c'est nouveau, je reste. Et après, il disparaît. Et là, j'attends, je considère mes options de vie. Et finalement, on m'appelle et je reconnais Fahad de l'autre côté du grillage qui en fait faisait constamment des allers-retours entre les deux sorties. Il était avec son père qui était ce monsieur avec la barbe rouge. Euh, et du coup, je passe le grillage, je sors dans la foule accompagné de Fahad et on prend un taxi et puis commence un long voyage jusqu'à chez lui. Et ensuite, le reste du voyage n'a été que du bonheur. Ça a commencé rude, mais ensuite c'était vraiment incroyable. Donc, quels sont les clichés du Bangladesh? Discutons-en un peu et je peux te faire un peu mon retour. Le premier cliché, c'est que tout le monde va te regarder. C'est un peu comme l'Inde et qu'en tant que personne blanche, étrangère, tu vas paraître très étrange et tu vas te faire beaucoup dévisager. C'est vrai, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Finalement, l'exemple que j'ai envie de donner, c'est un peu comme si j'étais une célébrité moyenne. Si on prend Harry Potter, je suis pas Harry Potter, je suis un personnage moyen, un des frères de Ron par exemple. Ce genre de personnage que les gens reconnaissent, mais c'est pas non plus oh, Harry Potter. C'est un peu comme ça que je me sentais. Quand je vais dans un restaurant, les gens sont très contents de me servir, disent oh d'où est-ce que tu viens, etc. Les taxis me demandent toujours d'où est-ce que je viens. Des fois on m'offre quelque chose par-ci par-là, mais après les gens retournent à leur vie et voilà. Au bout de 2 minutes, voilà, c'était l'étranger blanc, ok marrant, on passe à la suite. Ensuite pollution, effectivement le Bangladesh est plutôt pollué. Le grand choc ça a été l'air. Vraiment les premiers jours j'avais énormément de peine à respirer et je me sentais comme si j'avalais du sable constamment, avec la gorge très irritée. Et simplement, le ciel n'est jamais bleu. Le ciel est toujours brun-gris à cause du smog. J'avais déjà vu du smog, surtout dans des grandes villes en Asie, Hong Kong, etc. Mais au Bangladesh, c'est juste le pays entier qui est dans le smog. Même à la campagne, le ciel va être gris, et ça, il faut s'y habituer. Ce qui est intéressant, c'est que la gorge s'habitue, donc au bout de quelques semaines, je sentais plus rien, et les derniers jours avant de partir, je pouvais sortir dehors et inspirer une grande bouchée d'air et avoir l'impression d'inspirer de l'air super frais. Et après, évidemment, tout ce qui est déchets dans la rue et déchets dans l'eau, c'est quand même pas super. Finalement, les déchets dans la rue, on s'y habitue complètement et ça gêne pas plus que ça. Les rivières toutes polluées, ça fait vraiment mal au cœur. Et surtout quand on pense, et ce que j'ai vu de mes propres yeux, qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont se laver dans la rivière ou récupérer l'eau de la rivière. Mais des fois, il y a presque cette incohérence de on va jeter un déchet dans la rivière et c'est dans cette rivière qu'on va chercher l'eau après. Mais voilà, ok, ils font comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui va vachement s'améliorer dans les prochaines années. Évidemment, du coup, j'ai bu que de l'eau de bouteille. Mais par exemple, chez mon ami, ils ont un robinet et ils ont de l'eau relativement potable. J'ai pas osé la boire, mais elle avait l'air claire. Donc voilà, ça dépend à nouveau aussi des standards de vie. J'avais entendu dire que le Bangladesh était un pays pauvre, et je me suis attendu à voir beaucoup de misère, à me sentir mal en tant que riche européen et avoir beaucoup de gens me demander de l'argent. Et en fait, très très peu. J'étais surpris de voir moins de mendiants qu'en Suisse, par exemple. Et ça vient simplement du fait qu'il n'y a personne pour te donner de l'argent. Et du coup, il n'y a vraiment aucun intérêt à mendier. Il y en a évidemment quelques-uns, mais vraiment en un mois, je peux les compter sur les doigts de ma main. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, si je me déplace pendant un mois. Et de manière générale, c'est un pays où tout le monde travaille à fond. Comparé à la Suisse où les magasins sont fermés le dimanche, où il n'y a pas tant que ça de magasins, disons, c'est assez lent, assez ennuyeux comme pays. Le Bangladesh, tout est constamment en mouvement. Tous les 15 mètres, même dans les plus petites ruelles, tu vas avoir des magasins parce qu'il y a constamment
un besoin d'acheter. Et les gens vont pas aller trop loin pour acheter, donc ça fait sens de vendre des légumes tous les 15 mètres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris et aussi dynamisé. Cet enthousiasme de production, de consommation, de déplacer des choses, les revendre là, négocier, tac, 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 c'était super énergisant. Et cette croissance économique s'est aussi accompagnée vraiment d'un enrichissement de la population. Si on regarde il y a 20 ans et aujourd'hui, la personne au Bangladesh moyenne est 4 fois plus riche, ce qui est énorme. Et je le vois avec les parents de mon ami qui sont nés dans des conditions assez précaires, à la campagne, euh, qui avaient quelques vaches, pas d'eau courante, etc. Et qui maintenant vont s'acheter une machine à laver, qui ont du wifi à la maison, qui ont un ordi pour la famille, qui ont une télé. Et l'optimisme qui découle de ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout en Europe. Cette sensation qu'en tant que jeune, on va être plus riche que nos parents, ce qui est souvent pas le cas en Europe, où au contraire, nos parents, c'est les riches, et si on n'hérite pas de nos parents, bah, on est dans une situation difficile. C'était vraiment beau à voir. Et donc, même s'il y a des problèmes, dans le sens que l'eau est polluée, il y a des gens qui boivent cette eau polluée, c'est vraiment pas bien. Les choses sont en train de changer extrêmement vite, et en tout cas, de mon impression superficielle, c'est pas du tout lié à des investissements ou des charités étrangères, mais vraiment juste parce que ils ont une économie qui tourne, ils exportent énormément, ils reçoivent énormément d'argent en retour, et ils investissent cet argent à un niveau individuel. Ça, c'est peut-être encore un autre truc qui est intéressant par rapport à l'Europe, c'est l'État joue un très petit rôle. L'État est complètement corrompu et gère quelques méga projets de construction de ponts, d'hôpitaux, etc. Mais le citoyen moyen au Bangladesh n'a que très peu à faire avec l'État. Et tout se passe en cash, il n'y a pas vraiment de concept de payer d'impôts, à moins d'être très riche. Et du coup, toutes les routes, pas mal de canalisations sont en fait faites entre individus et on ne peut pas faire confiance à l'État pour faire une route, donc on va la faire nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance à l'État pour faire un pont, donc on va le faire nous-mêmes et ensuite on va juste facturer les gens s'ils veulent utiliser notre pont, etc. Donc une ambiance débrouille incroyable que j'ai vraiment adoré tout du long du voyage. Et sinon, encore dernière note marrante, un peu générale sur le Bangladesh, ils sont pas du tout végétariens. Donc moi je suis végétarien depuis plusieurs années et ça a été sidérant de voir le rapport aux animaux, par exemple les poulets, qui sont vraiment considérés comme des carottes. Quand j'ai essayé d'expliquer que je mange pas de viande, c'est vraiment très très étrange pour la plupart des gens. Et tous ces délires qu'on a en Suisse, et puis en Europe de manière générale, de qualité de l'animal, est-ce que le poulet a eu une belle vie, est-ce qu'il a eu suffisamment de mètres carrés d'herbe, etc. C'est très très loin de la conscience populaire là-bas. Les poulets sont plutôt maltraités. J'ai aussi vu pour la première fois du coup des poulets se faire égorger. Et c'était intéressant. C'était moins dramatique que prévu. Euh, j'ai toujours vu la mort comme quelque chose de très fort, vraiment de voir l'âme quitter ce corps et de voir le poulet gentiment mourir ou comme ça. Et en fait, c'est vraiment. T'as ces deux mecs qui discutent. Ah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, super, schling, découper le poulet, enfin l'égorger. Tu le mets dans le sac pendant 3 secondes, il bouge encore. Prochain poulet. Ah, puis comment va ta soeur? Ouais, ouais, super, schling. Et, voilà. Et le poulet, voilà, pendant. C'est fini, tu coupes la gorge, il n'y a plus rien. Ils ont des réflexes, donc ils tremblent encore, du coup ils les mettent juste dans un sac, et après ils les ressortent, et c'est un cadavre. Mais sinon, plein de super nourriture végétarienne aussi, donc je m'en suis très très bien sorti. Évidemment, les prix des plats incroyables, donc tu peux manger extrêmement bien à deux pour 1, 2 euros. Je vais finir cette vidéo avec quelques conseils si tu veux, toi, aller au Bangladesh. La première chose à savoir, c'est que même si c'est un pays peu cher, il y a tellement peu d'infrastructures touristiques que les quelques hôtels sont en fait assez chers. Parce qu'il y a tellement peu de touristes, ils doivent facturer cher pour fonctionner. Donc tu vas évidemment trouver des hostels et des petits boui-boui pour 5 euros la nuit. Mais si tu veux un joli endroit, un peu comme tu trouverais à Lisbonne ou à Bali, on est déjà dans du 80 dollars la nuit, quelque chose comme ça. La nourriture est très peu chère, mais en termes d'hôtel, ça reste assez cher. On a peut-être payé en moyenne 30-40 la nuit. Le plus cher, on a payé une fois 100 euros par nuit, et le moins cher, on a dû payer 15 par nuit. Voilà. C'est un pays qui communique énormément par la voix, donc on est habitué, nous, en Europe, à réserver un restaurant ou un hôtel sur notre téléphone, ou à acheter un billet de train ou de bus sur notre téléphone. Ça se fait beaucoup par appel. Et les gens qui répondent au téléphone ne parlent pas anglais, donc si tu parles pas le bangla, t'as plein de petits trucs comme réserver des hôtels
qui deviennent très compliquées. Je recommande d'avoir quelqu'un sur place qui parle la langue ou de l'apprendre soi-même. C'est un autre truc que j'ai réalisé, c'est une langue qui est extrêmement facile à apprendre. Donc si tu as quelques mois devant toi, je pense que c'est faisable. L'application de paiement du Bangladesh qui s'appelle Bcash, qui est l'équivalent du Revolut ou du PayPal européen, n'est accessible que pour les gens du Bangladesh. Donc, à chaque fois qu'il faut réserver un hôtel ou un taxi et prépayer une somme, si t'as pas quelqu'un avec toi qui a cette application, ça va à nouveau être compliqué. Le trafic est ok. Je me suis attendu à du trafic bien plus compliqué, bien plus dramatique. Et en fait, évidemment, il y a du trafic, les rues sont souvent pleines, mais c'est pas ingérable. Tu peux traverser des villes, ça va prendre un moment, mais ça se fait. Ils ont des manières de conduire qui peuvent être surprenantes pour des Européens, un peu similaires à comme les gens conduisent en Thaïlande et autres pays d'Asie. Mais tant qu'on conduit pas soi-même, ça va très bien. Et pour finir sur le transport, les trains sont top. Ils sont vachement lents, mais c'est une super manière de se déplacer, c'est super agréable. Et c'est très compliqué d'acheter des billets. Donc, les trains sont gérés par l'État et il n'y en a pas assez par rapport à la demande. Donc, ça veut dire qu'ils vendent les billets toujours 5 jours à l'avance. Et dès que le billet est mis en ligne, c'est à 8h du matin, heure locale, tout va être vendu d'ici 1-2 minutes. Et donc, si tu veux un billet, tu dois vraiment 5 jours à l'avance être sur le site à 8h pile, être prêt à cliquer dès que 8h arrive pour pouvoir réserver ton billet. Ça nous est arrivé d'être 1 minute trop tard et de devoir attendre un jour en plus pour acheter notre billet. Donc, prends ça en considération, mais je recommande vraiment le train, c'est très très agréable. Et finalement, petit tour des villes que j'ai visitées. Donc, tout d'abord, Dhaka, évidemment, capitale du pays, à voir absolument. C'est énorme, j'ai rien vu. C'est très très bruyant, très dynamique, très fatigant. Je recommande certains petits parcs qui sont dans la ville pour se reposer entre des déplacements. Mais évidemment, à voir et à se perdre dedans. Je recommanderais d'éviter de marcher trop parce que c'est juste pas une ville piétonne et de prendre plutôt des rickshaws, donc ces vélos qui peuvent vous conduire plus ou moins partout pour vraiment pas cher. Ensuite, Sylhet, c'est là où est produit le thé au Bangladesh et c'est très joli. C'est une ville touristique pour les locaux. Donc, par exemple, les gens du Bangladesh qui ont un peu plus d'argent vont partir en vacances à Sylhet. Et ça se ressent dans le sens que, contrairement à Dhaka, ville qui est basée sur la production, Sylhet est vraiment juste basée sur le tourisme. Donc, plein de petits magasins d'achat, de vente de trucs. Donc un peu moins marrant à ce niveau-là et un peu lourd de par le tourisme. À voir, mais ne pas s'y attarder. Sri Mangal, par contre, c'est vraiment incroyable. C'est tout petit et on est très vite à la campagne et c'est pas touristique, il n'y a rien du tout et c'est super agréable. On a fait énormément de balades, on a croisé des singes, vu un lac et il y a plein de petits éco, bio, resorts où on est vraiment dans la nature, tranquille et relativement pas cher. Donc je recommande fortement. Ensuite, je suis allé à Chattogram, qui est une autre mégapole du Bangladesh, à nouveau assez touristique, ils ont un aéroport aussi. Et c'est là qu'il y a le deuxième plus grand site de destruction de bateaux. Donc ils vont prendre des énormes paquebots qu'ils vont racheter à des entreprises internationales, ils vont les amener sur leur plage et ils vont les déconstruire ensemble. Et c'est un site qui crée énormément de drama parce qu'évidemment, il y a des soucis écologiques, etc. Et on a eu la chance d'aller visiter cet endroit et de discuter avec une entreprise qui fait ça et qui nous a beaucoup un peu raconté de l'hypocrisie qu'il y a derrière ces entreprises européennes qui vont leur vendre les bateaux à eux plutôt que de les vendre à des entreprises qui les payent moins du coup parce qu'ils déconstruisent ces bateaux de manière plus écologique. Mais ils vont toujours préférer vendre ces bateaux du coup au Bangladesh pour se faire plus d'argent et ensuite reprocher au Bangladesh de ne pas respecter certaines conditions environnementales. Ils déconstruisent aussi les bateaux en fonction du prix de la ferraille et du métal. Et donc ça fait que quand les marchés se crachent et que le prix du métal a diminué, tout est en stand-by et tu as ces énormes carcasses de bateaux à moitié découpés qui sont juste là sur la plage et ils vont attendre 2-3 mois que les prix de la ferraille remontent pour recommencer à détruire puis revendre les bouts du bateau. Un autre fait intéressant, c'est que ces entreprises internationales qui vendent ces bateaux les vendent à des prix quand même énormes, 20-30 millions, et c'est en fait 60% du prix d'achat d'un nouveau bateau.
Donc tu vends ton bateau et ensuite tu as juste à mettre encore 40% en plus et tu peux t'en acheter un tout nouveau, tout neuf. Et ça m'a surpris. J'ai pensé qu'ils les vendraient pour beaucoup moins cher. Donc ces entreprises au Bangladesh peuvent quand même lever beaucoup de capital. Et ensuite, eux, ils peuvent revendre les pièces pour plus cher que le prix d'achat du bateau. Et tout le monde est content. Sauf les poissons dans la rivière, évidemment. Mais là encore, la discussion qu'on a eue avec ce propriétaire d'entreprise de destruction de bateaux nous a expliqué que, évidemment, c'est pas, il recommande pas d'aller nager dans la rivière, mais c'est pas du tout un désastre écologique. Ils ont des mesures en place. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que comparé à d'autres trucs qu'on fait d'un point de vue écologique, notamment des vieux bateaux militaires, il me donnait l'exemple de l'Argentine qui ont juste fait couler des bateaux militaires à eux vers l'Antarctique, qui ont déversé des tonnes et des tonnes de produits chimiques dans la mer. Il dit, eux, en comparaison, ils déversent 0,00001% de ce que ces Argentins ont déversé avec leur bateau militaire, et que donc c'est vraiment relatif. Qu'on peut leur reprocher de ne pas être aussi écolo qu'un fermier suisse, et c'est normal parce qu'ils ne sont juste pas dans le même business, mais que dans la globalité de ce qu'ils font, c'est en fait quand même du recyclage. Il nous expliquait aussi que tous les produits chimiques du bateau, il peut les revendre. Pourquoi est-ce qu'il les mettrait dans l'eau s'il peut les revendre et gagner de l'argent? Ça pour dire que c'était intéressant d'avoir l'autre côté de l'histoire et de voir son avis. Et finalement, j'ai fini mon voyage à Sajek, qui est tout au bout du Bangladesh, à côté du Myanmar, qui est une zone où il y a eu un peu du drama il y a quelques années, il y a eu quelques attentats, il y a eu quelques kidnappings d'étrangers. Donc ils ont tout un système de sécurité en place, avec des checkpoints quand on rentre dans la région, avec des escortes pour nous aider quand on traverse des zones sans ville, etc. C'est du blabla, en réalité, c'est très tranquille, ça fait des années qu'il n'y a rien eu, je me suis senti complètement en sécurité, et c'est finalement juste beaucoup de travail administratif pour rentrer dans la zone en tant qu'étranger. D'ailleurs, en tant que local, c'est complètement normal, il n'y a besoin de rien, c'est que les touristes qui doivent suivre toutes ces recommandations et tous ces processus de sécurité. Mais une fois sur place, Sajek est absolument magnifique. C'est une colline au-dessus de toutes les autres collines, et les autres collines forment comme des vagues. Donc on se retrouve comme à la mer, à voir au loin, vague après vague, qui se perdent dans les nuages. Et les levées de soleil et couchers de soleil sont évidemment incroyables. Donc voilà en gros les aventures de Nathan au Bangladesh. J'espère que le format de cette vidéo t'a plu, que c'était intéressant à écouter. De mon côté, maintenant, je m'habitue à nouveau à l'eau chaude, aux trains qui vont vite, et à ces villes désertes et sans vie qu'on a en Suisse. Et je garde un très très bon souvenir du Bangladesh, et je peux vraiment le recommander comme destination à n'importe qui d'autre qui aimerait faire ce voyage. C'est un endroit qui est complètement agréable à visiter, au contraire d'autres pays où on se sent beaucoup plus arnaqué ou un peu en danger. Je me suis senti extrêmement en sécurité au Bangladesh. Ce qui est une chose à laquelle je ne m'attendais pas au premier abord. Donc voilà, encore une très très bonne journée à toi et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!